Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours bien installés sur Radio Anthropocène en direct de l'espace Croisière à Arles à l'occasion de cette nouvelle édition des rencontres de la photographie. Vous pouvez retrouver l'ensemble de notre programmation sur la page radio-anthropocène.fr. Je suis François de Gasperi et j'ai pour la prochaine demi-heure le plaisir d'être en compagnie d'Arthur Mettetal, commissaire de l'exposition Wagon-Bar, une petite histoire du repas ferroviaire. Arthur Mettetal, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Bienséance oblige, je vais tâcher de vous présenter. Donc, vous êtes historien des chemins de fer, vous êtes spécialiste du patrimoine ferroviaire et industriel. Et depuis de nombreuses années, vous vous intéressez aux traces matérielles et immatérielles de l'industrie. Et vous mobilisez à ce titre le médium photographique dans chacun de vos projets. Vous êtes également spécialisé dans la gestion de fonds d'archives et de collections d'entreprises. Et je crois que c'est sans doute pour toutes ces raisons que vous avez la charge de l'exposition qui nous occupe aujourd'hui. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais tenter de décrire brièvement, je l'espère, pour nos auditeurs et auditrices qui n'auraient pas encore découvert cette petite histoire du repas ferroviaire et qui est en fait une vaste exploration. Car c'est une invitation au voyage que nous propose cette exposition. Une traversée de la France à la découverte de deux éléments de patrimoine qui sont autant de fierté nationale, la restauration d'une part, le train de l'autre, en somme, le wagon-bar. Et pour ce faire, vous nous embarquez à bord du train de la modernité. C'est un voyage qui nous fait passer des wagons-bars du Grill Express au train Corail, ce fameux train qui se pense comme confortable, et jusqu'à notre cher TGV national. Se succède tout un panel d'images qui retrace l'histoire des pratiques culinaires, qui se déplient et se déploient dans ces wagons propulsés à grande vitesse. Ces images, ce sont celles d'affiches commerciales qui vendent successivement les joies du wagon-bar, qui devient mini-bar, pour aboutir enfin au fameux sandwich triangle, qu'on avale entre deux portes. Et ce sont aussi des images de vaisselle, de sel de Sèvres, à l'arrivée des services en plastique et du tout jetable. Ce sont des photos d'archives qui rendent compte de la logistique complexe des caves de Saint-Ouen où s'affairent des hommes et des femmes qui décortiquent des coquilles Saint-Jacques quand d'autres mains, de couleur cette fois, découpent plus récemment ces fameux sandwich triangles. Une invitation au voyage, disais-je, dans l'espace donc, mais surtout une traversée dans le temps, comme une exploration rétrospective de l'imaginaire moderne qui fonde l'image de la France, celle qu'elle a su et voulu se donner. Alors après ce laïus, c'est un peu long, j'en conviens. C'est très très bien résumé. Je voudrais qu'on revienne un peu sur la genèse de cette exposition, Arthur Mettetal. À bord de quel train est venue cette idée d'exposition ? Qu'est-ce que vous mangiez à bord à ce moment-là ? Et plus sérieusement, qu'est-ce qui a motivé cette exposition, Arthur Mettetal ? Pourquoi ce lien entre restauration et ferroviaire ? Alors, ça provient d'abord de ma pratique d'historien. Donc moi, je suis historien de formation, je suis docteur de l'école et hautes études en sciences sociales. Et pendant ma thèse, j'ai eu la chance de travailler sur un fonds d'archives qui est absolument exceptionnel, qui est le fonds d'archives de l'ancienne Compagnie internationale des wagons-lits, qui est d'une richesse incroyable, notamment du fait de toutes les activités qu'elle a eues au travers, en tout cas de sa création en 1876 jusque dans les années 90. Et si je résume un petit peu les activités de cette compagnie, c'est d'abord la création de trains de luxe, donc d'un réseau international de trains de luxe à travers le monde, dont le plus connu, l'Orient Express en 1883, qui relie donc Paris à Constantinople, mais ensuite un réseau d'une cinquantaine de trains de luxe qui vont parcourir le monde entier. Mais au-delà de la création donc de trains, la compagnie va aussi se développer dans la création d'hôtels à travers le monde et aussi d'agences de voyage touristiques. Et donc, on a vraiment une entreprise avec des activités qui sont très variées, qui sont sur de nombreux territoires, et donc un fonds d'archives qui illustre ces activités et ces territoires. Donc, c'est vraiment quelque chose qui était vraiment très intéressant, en tout cas, à prendre comme source d'un travail de recherche. Et en plus, après la Deuxième Guerre mondiale, la compagnie va aussi développer ses activités dans d'autres domaines, et notamment la restauration à bord des trains pour d'autres compagnies qu'elle-même, et dont la SNCF, mais également la restauration pour des compagnies aériennes ou des sociétés d'autoroutes. Et donc voilà, donc ce fonds, en résumé, il est absolument riche et on peut tirer plein de fils de sujets historiques, mais qui traitent en fait d'une histoire culturelle, de l'innovation, etc., etc. Donc voilà, c'est de là qu'est parti le travail sur ce fonds d'archives et notamment ce fonds iconographique. Et comment ça se passe du coup concrètement, la construction d'une exposition à partir du moment où on a accès à cette base de données mirifiques, qu'est-ce qu'il y a, comment vous avez procédé ? Alors,
Pour cette exposition en particulier, c'est vraiment d'abord une rencontre avec des images, plus qu'un travail de recherche. C'est-à-dire qu'en tombant sur un certain nombre d'images qui tout de suite m'ont interpellé, et notamment les images de plats qui étaient servis notamment à bord des trains corail, où il y avait d'abord une dimension esthétique, c'est-à-dire que je trouvais que les images étaient rigolotes. Elles interpellaient d'un point de vue du souvenir, donc de cette histoire culturelle. Moi j'ai connu en tout cas les trains corail, c'est quelque chose qui reste un petit peu comme une nostalgie heureuse de cette période. Et ensuite, il s'est agi, notamment avec les rencontres de la photographie, de travailler à un contenu et un récit qui soit un peu plus large que juste un choc esthétique avec une série d'images. Et l'idée, c'était non pas de retracer d'un point de vue exhaustif l'évolution de la restauration ferroviaire, parce que là, il y a des historiens qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Je pense à Jean-Pierre Villot, qui est vraiment le grand spécialiste en France de ces questions-là. Mais plutôt, encore une fois, de partir de l'image et de construire un récit qui s'articule entre à la fois différentes étapes d'une histoire visuelle et de la manière dont les entreprises veulent témoigner de leur modernité à différentes époques, tout en restant assez didactique et en ayant les grands bouleversements ou les grands chapitres de cette histoire de la restauration à bord des trains. Alors justement, si on rentre un petit peu dans le vif du sujet et de ce récit en tant que tel, ces différentes séquences et ces jalons que vous nous décrivez, est-ce que pour les auditeurs et auditrices qui n'auraient pas eu le bonheur encore d'être à Arles pour découvrir justement à Croisière l'exposition Wagon-Bar, est-ce que vous pouvez expliquer les grandes phases de cette histoire culinaire à bord des trains ? Alors déjà, la chose qui est très importante, c'est que l'exposition et l'ouvrage qui l'accompagne ne traitent pas de la nourriture dans les buffets de gare. Donc déjà, on a éliminé tout un pan de cette histoire de la nourriture ferroviaire. Et par contre, l'idée, c'était d'avoir les grandes scansions de cette histoire, et on l'a résumé en 4 chapitres, 4 grands chapitres de l'exposition. Et moi, j'ai décidé de commencer sur l'imaginaire autour de la voiture-restaurant, qui est vraiment, en gros, l'âge d'or qui se trouve dans les années 20, et cet imaginaire qui s'articule autour de la voiture-restaurant, des arts de la table, du service à bord, des plats et d'une gastronomie copieuse, embarquée avec des menus, etc. Donc c'est vraiment l'imaginaire c'était super, c'était vachement mieux avant, etc. Donc on a une série d'images qui nous rappellent cette période-là, donc à la fois sur la nourriture, à la fois sur la clientèle, les passagers, et à la fois sur la question de l'aménagement intérieur et du design. C'est-à-dire que ce qui est intéressant aussi dans cette exposition, c'est que on parle bien sûr de nourriture, mais la nourriture, elle ne se suffit pas elle-même. Et donc, les images donnent aussi à voir tout ce qui accompagne la nourriture, dont l'histoire des techniques et l'innovation, et l'aménagement des voitures-restaurants, des cuisines, etc., etc. Donc ça, c'est un peu les années 20, l'âge d'or, qui est résumé en quelques images. Ensuite, on a eu un glissement après la Deuxième Guerre mondiale, où justement cet imaginaire autour de l'art décoratif, de menus très variés, un peu lourds, et d'une gastronomie classique, va être un peu à contretemps d'une modernité d'après-guerre, et où la SNCF va vouloir redorer un petit peu sa pratique et son offre autour de la restauration à bord des trains. Et donc là, on a des nouveaux trains, des trains rapides qui s'appellent le Capitole, qui donc font Paris-Toulouse, ou le Mistral Paris-Nice. Et là, on a vraiment les débuts, en tout cas, d'un changement en termes d'image et de photographie, où là, on bascule vraiment dans la photographie publicitaire. Et on voit d'ailleurs des images de couples monoparentaux avec une petite fille, une clientèle plus jeune, le design aussi qui est complètement revu. On voit aussi des symboles de la modernité dans les images avec la vitesse des trains, on roule à 200 km/h en 66, etc. Donc encore une fois, histoire visuelle, on est dans les années 60, l'entreprise veut donner à voir de la modernité, et donc les images collent avec cette modernité qu'elle souhaite donner. Un autre chapitre qui est à mes yeux extrêmement important, d'ailleurs à la fois pour l'histoire de la photographie, mais aussi pour l'histoire en général de cette thématique particulière, c'est tout les coulisses de cette organisation. En gros, le ferroviaire, c'est la théorie des systèmes, c'est vraiment un système technique qui s'organise autour d'un système commercial, d'un système d'exploitation, d'un système, de systèmes qui communiquent entre eux pour que la voiture-lit et la voiture-restaurant puissent fonctionner. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a des séries d'images qui, pour le coup, là, témoignent vraiment d'une pratique de la photographie industrielle, qui sont absolument très belles, sublimes, et qui donnent à voir aussi tout ce que la clientèle et les passagers ne voient pas. Donc c'est vraiment les coulisses. Et donc là, on a différents niveaux de lecture,
entre un niveau de lecture d'une photographie esthétique où les images sont très belles, mais quand on s'interroge sur le pourquoi de ces images, il y a aussi une lecture qui peut être une lecture d'historien enfin l'image en tant que source. Et là, on peut vraiment commencer à questionner, par exemple, la rationalisation du travail à l'extrême. On peut questionner la question de la place des femmes, la question de la place des travailleurs immigrés. Donc ça, c'est vraiment aussi une autre lecture possible d'images qui sont à la base faites pour incarner une modernité, mais avec différentes approches, on peut lire différentes choses. Voilà, bon, je suis un peu long là-dessus, mais... Et ensuite, on bascule plutôt dans les années 70, où là, on a une série d'innovations qui vont remettre en question cette approche traditionnelle de la nourriture à bord des trains, et notamment la fin de la cuisine à bord, et le fait que maintenant, à partir des années 70, tout est fait en dehors des trains. Et donc, on a des innovations qui apparaissent, le développement de la vente ambulante avec des chariots qui sont le résultat d'études d'ingénieurs, mais d'études de marché aussi. Voilà, c'est pas juste un chariot, c'est plein d'études, mais aussi une étude sur les pratiques alimentaires qui changent des Français. On a l'apparition des voitures self-service qui répondent aussi à l'attente des voyageurs de ne plus avoir à se déplacer, de plus avoir à se déplacer à des horaires fixes, et surtout de pouvoir, par exemple, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de menu, donc on prend ce qu'on veut. Et on peut surtout y aller quand on veut, à n'importe quel moment du voyage. Et donc, ce qui est aussi très important, c'est de se dire que, en tout cas en histoire des techniques et en histoire économique, il n'y a pas de rupture fondamentale. C'est pas on passe d'un système à un autre. Il y a une cohabitation de toutes ces manières, de la voiture-restaurant, du chariot ambulant, etc. Et on arrive donc justement, je suis un peu long, désolé, mais aux années 70 et le train corail qui en fait sont la préfiguration de ce qu'on connaît aujourd'hui avec la voiture-bar du TGV, où la cuisine a été complètement sortie de l'intérieur des trains et tout est fait à l'extérieur. Et on rappelle assez brièvement que c'est aussi une conséquence du modèle aérien, du modèle du catering aérien qui a été inséré dans les trains et qui répond à des objectifs d'organisation économique, etc., etc. Donc voilà, j'ai résumé très rapidement les 4 grandes thématiques de l'exposition, mais ensuite on peut rentrer un peu... On va pouvoir rentrer dans le détail un petit peu, c'est sûr. Au-delà de cette petite histoire de la gastronomie ferroviaire, j'ai l'impression qu'elle s'encastre également dans une grande histoire qui serait celle d'une identité française qu'on a pu chercher à mythifier à certains égards. Et vous évoquiez à demi-mot tout à l'heure en préparant brièvement l'émission, le rôle politique de ces images. Je voulais savoir dans quelle mesure en fait ces images ont permis la création d'une identité nationale au sens d'Anne-Marie Thiès, d'images qui fondent et qui forgent un imaginaire national, et dans quelle mesure le train a été un outil pour cette structuration de cet imaginaire, et s'il a été pensé comme tel à ce moment-là, et à travers à la fois la mise en valeur du patrimoine gastronomique et du savoir-faire industriel français. Et question subsidiaire, dans quelle mesure, à bord de ces trains, parce que ça c'est quelque chose qui n'est pas dit, est-ce qu'on pouvait trouver des spécialités régionales, par exemple culinaires de Normandie ou d'ailleurs? En tout cas, sur cette dimension d'un récit, alors... En tout cas, à la fin du 19... Enfin, en tout cas, si on reprend un peu l'histoire ferroviaire, ce qui est sûr, c'est que déjà à l'origine, même en enlevant la gastronomie, le chemin de fer en général est un outil au service du pouvoir politique, en tout cas dans les débuts de son développement. Un outil au service des puissances coloniales, un outil au service des territoires, des empires, etc. Donc c'est vraiment un outil stratégique. Après, si on prend l'exemple de la Compagnie internationale des wagons-lits à partir de 1876 et en tout cas jusqu'à la Première Guerre mondiale et un petit peu après, il est vrai que l'objectif de la compagnie, presque plus un imaginaire national, c'est plutôt presque une identité de marque ou une culture d'entreprise qui est mise en avant. Et c'est plutôt en s'appuyant justement sur le fait de dire à bord de nos trains, vous allez pouvoir manger comme à une bonne table parisienne et dormir comme dans vos propres draps. C'est plutôt s'appuyer sur la culture française et ce qu'elle représente en termes de prestige, en tout cas à cette époque, et de rayonnement. Et donc elle va utiliser donc ça dans un discours promotionnel de ses propres activités. Donc ça, oui, c'est vrai qu'on a cette dimension-là, mais qui est très très visible jusque dans les années 20. Pour revenir, je saute un petit peu, mais sur la question de la nourriture et des plats qui étaient proposés, il est vrai que la compagnie, même si elle dispose de cuisine centrale où on prépare les plats et ensuite on les cuisine à bord des trains,
avait aussi, du fait de trajets internationaux, la nécessité d'être avitaillé dans différentes villes. Et donc, il était possible que certains menus ou certains mets proposés s'adaptent aussi en fonction des territoires. Donc ça, c'est une spécificité qu'on a globalement, progressivement perdu, même si à partir des années 70-80 et le marketing, etc., s'appuie maintenant sur des signatures de chefs ou des produits locaux, mais pas forcément, je veux dire, locaux d'un point de vue presque du terroir, mais locaux dans le sens où plutôt écologique ou enfin voilà, des circuits courts, on va dire. Mais du coup, il y a quand même cette possibilité d'évolution et de personnalisation de la nourriture. Et après, pour ce que vous disiez sur ce récit national, j'ai envie de dire que quand on bascule aussi après la Seconde Guerre mondiale avec tous les plats qui nous rappellent une certaine période, donc la quiche Lorraine, le croque-monsieur, enfin voilà, des best-sellers, etc., on est presque plus, alors, pour le coup, dans un récit d'entreprise, encore une fois, mais il se trouve que l'entreprise étant quand même la SNCF, étant une entreprise nationale, on est toujours dans un lien presque fusionnel entre l'histoire de l'entreprise et l'histoire des Français. Et donc, c'est pour ça que la SNCF a toujours un impact très fort dans ce qui se passe autour d'elle auprès d'une grande majorité de la population. Mais donc, ce qui est intéressant aussi, c'est au-delà justement de cette image nationale, c'est comment l'entreprise ou les entreprises se constituent une image de marque et une image qui doit coller en fait aux attentes à un moment donné des passagers. J'aimerais peut-être qu'on revienne sur le fameux train corail qui a été nommé de la sorte pour parler de confort, le train confortable. En même temps, quand on parcourt l'exposition, on réalise que, c'est peut-être mon regard personnel, mais que le train a l'air d'être de moins en moins confortable et que, en tout cas, il y a une redéfinition également au-delà des pratiques alimentaires, mais de la cohabitation dans le train, des espaces vécus au sein du train. Et ces espaces-là s'individualisent de plus en plus. On n'a plus le compartiment, mais on va avoir des espaces individualisés. Le wagon-bar va devenir un espace où il n'y a plus forcément... C'est peut-être après, c'est pendant le TGV, mais on va plus avoir de banquettes pour plusieurs personnes, mais seulement des petits sièges alignés les uns à côté des autres. Et donc à la fois sur cette dimension de la restauration comme capacité non seulement à manger, mais à se restaurer en restaurant le lien social, en ayant cette dimension sociale au sein de ces pratiques, et dans le même temps, la dimension écologique et confortable qui aujourd'hui a l'air de se perdre de plus en plus dans les pratiques. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que à l'intérieur des trains, en tout cas, si on parle de la compagnie des wagons-lits dès la deuxième moitié du 19e siècle, le lieu des centralités et de mixité. Alors, on parle de mixité sociale, avec toute la nuance qu'on peut y mettre, puisque dans les trains de luxe de la compagnie, on ne peut pas parler non plus de mixité, mais en tout cas de lieu de rencontre et d'échange avec différents profils de personnes. C'est bien la voiture-restaurant qui est le lieu de sociabilité des trains, en tout cas de luxe jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, si on prend l'exemple du corail, donc le corail, c'est vraiment la contraction de confort sur le rail, c'est le concept. On voit qu'on a un concept qui est pensé de A à Z, donc c'est Talon qui l'a designé. Mais enfin, quand je dis qu'il l'a designé absolument tout. C'est du pictogramme au sol en passant par les sièges, même d'un point de vue de la technique, etc. Et quand on voit les images dans l'exposition, c'est vrai que ce qui est mis en avant, c'est vraiment la convivialité, le fait de s'asseoir, de discuter avec des personnes, etc. Donc des moments de partage. Et là, vous avez vraiment raison. Et ce qui est très intéressant, c'est que ensuite, on voit progressivement dans les images qui sont à destination de la promotion de ces espaces de convivialité, la disparition de personnes. En fait, on est sur des images qui ne mettent en avant finalement plus que la nourriture elle-même et des images d'espaces plutôt vides. Et donc oui, ça veut dire quelque chose. Et aujourd'hui, malgré tout, en tout cas dans les TGV, mais ça c'est mon expérience personnelle, la voiture-bar reste quand même un lieu de convivialité où on se retrouve. Mais je pense que c'est un vrai questionnement pour l'entreprise de savoir comment ce lieu de convivialité,
voilà, on le pense et comment, quelle offre on donne et quelle place on lui donne. Ça, c'est un vrai, parce qu'il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux tout simplement de rationalisation du travail, de logistique, même économique, tout simplement, à faire tourner ce genre d'espace. On a l'impression quand même qu'au cours de cette histoire du transport ferroviaire et du repas ferroviaire, il y a une forme de rétrécissement de l'offre de services et de la, on en finit à, en tout cas, c'est le signe de notre modernité, d'une certaine entrée dans ce qu'ici on nomme l'anthropocène, avec l'apparition de la vaisselle à usage unique ou du sandwich triangle qui finalement est déploré pour sa piètre qualité par les usagers. Et justement, sur cette notion d'écologie confortable, quelle actualisation aujourd'hui on pourrait donner dans les images et imaginaires de ces trains que vous avez explorés par rapport, je sais pas, à ce fameux TGV Inouï ou ce Ouigo qui parle maintenant à l'anglaise. Est-ce que vous avez déjà des images de... Je dirais que sur les questions d'écologie, déjà, ce qui est fondamental, c'est que le train est le moyen de transport le plus écologique. Donc déjà, il y a ça. C'est déjà un acquis et c'est déjà une chouette possibilité. Après, en fait, je pense vraiment que, c'est ce que nous montre l'exposition, c'est qu'en gros, les pratiques alimentaires à la fois des voyageurs, mais du coup, l'entreprise, la manière dont elle va gérer cette question-là suit aussi en fait des impératifs d'organisation, de logistique, économique, et que clairement, mais aussi en fait suit aussi une histoire de l'innovation et des techniques, c'est-à-dire que il serait impensable et impossible de remettre un modèle de voiture-restaurant dans le TGV, tout simplement parce qu'un Paris-Lyon, on met 2 heures et c'est pas possible de s'installer, de prendre le temps, etc. Donc il y a aussi des impératifs, je dirais même logistique d'organisation qui font qu'on ne peut pas revenir à ça. Et après, c'est la question centrale, mais qui touche chacun d'entre nous. On a tous pris le train, on le prend toujours. Entre le fait qu'on trouve souvent que c'est cher, que la qualité n'est pas forcément là, que voilà, toutes ces questions qu'on se pose à chaque fois, que l'offre est peut-être pas suffisante. Et en même temps, en tout cas moi en ce qui me concerne, et c'est le croque-monsieur de la voiture-bar, je suis toujours content de le prendre. Quand je peux, je suis ravi. Donc c'est toujours cette ambivalence là, on se dit oui, on aimerait mieux, et en même temps, le croque-monsieur, il est touchant. Moi, je le trouve touchant. Voilà. En guise de dernière question, j'aimerais juste vous demander si vous aviez une image ou une affiche en particulier que vous aimeriez nous présenter, commenter pour les auditeurs et auditrices de Radio Anthropocène. Moi, vraiment, plus qu'une image, c'est une image, mais je dirais la série qui m'a vraiment le plus touché, c'est cette série de photographies qui documentent l'ouverture des nouvelles cuisines centrales de la Compagnie des Wagons-Lits qui étaient situées près de Bastille. Et on est vraiment dans un reportage photographique, photographie industrielle pure, avec une esthétique, moi, que je trouve très, très belle, avec des ouvriers, des ouvrières qui posent, qui miment les gestes, des ateliers propres, nettoyés, etc. Donc qui disent plein de choses, mais qui sont aussi une manière de découvrir, en fait, tout ce que nécessite l'organisation logistique de nourriture à bord des trains. Et je trouve que cette série, elle est vraiment, vraiment très belle. Eh bien, Arthur Mettetal, un grand merci pour cet échange. Je vais laisser la parole tout de suite, ne vous échappez pas, à ma camarade et complice Lou Herman pour un format un peu particulier. Lou, je te laisse présenter ce format. Bonjour Arthur Mettetal. Bonjour. Donc, je vous propose de passer par le questionnaire Anthropocène. C'est une version librement revisitée et raccourcie du questionnaire de Proust à la sauce Anthropocène. Le questionnaire Anthropocène, c'est 6 questions courtes que vous découvrez. Pas d'échange, juste vos réponses. Vous êtes prêts ? Ok. Dans quel espace vous sentez-vous le mieux ? Je pense que c'est chez moi. Donc, mon petit univers. Qu'est-ce qui vous trouble ces derniers temps ? Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de développer plus. On est dans un entre-deux tours qui est très, très stressant. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir pour l'avenir ? Les enfants. Ouais. De quoi êtes-vous sûr ? De pas grand-chose. À quoi tenez-vous ? À la vie en général. De quoi dépendez-vous ? De la société. À quoi êtes-vous prêt à renoncer ? Je pense à beaucoup de choses.
Que faire maintenant ? Aller boire une grenadine. Ça marche, une grenadine. Merci beaucoup, Arthur. Merci à vous pour l'invitation. Et on retrouve tout de suite Lou Herman pour un entretien, une image de et avec Mustapha Azerwal pour l'exposition The Green Ray. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.